deviez choisir vous-même l'époque, la peinture, la toile qui devrait vous survivre, quelle serait cette toile, quelle serait cette période? Je ne sais pas, c'est difficile. C'est fait avec des intentions tellement du moment, de l'époque et de l'état dans lequel tout le monde et moi nous nous trouvons, que c'est très difficile. Au moment de Guernica, j'ai fait Guernica, n'est-ce pas? C'était une grande catastrophe, même le commencement de beaucoup d'autres que nous avons suivis, n'est-ce pas? Mais enfin, c'est comme ça. Vous aimez beaucoup le mot amour, Pablo Picasso. Oui, même une jeune fille qui l'autre jour m'a interviewé pour je ne sais pas quel journal, je lui avais dit ça, vous savez, pour moi, il n'y a que l'amour, n'est-ce pas? Vous aimez bien les gens? J'aime beaucoup les gens. Tout le monde? Et si je n'aurais pas de chance, je crois que j'aimerais même un bouton de porte, n'est-ce pas? Un pot de chambre, n'importe quoi. Geneviève Laporte, bonsoir. Bonsoir, vous avez été le dernier grand amour de Pablo Picasso qu'on vient de voir dans l'émission Panorama, c'était en 1966, et il évoquait une jeune fille venue l'interviewer. Ça aurait pu être vous, parce que c'est comme ça que vous vous êtes rencontrés, enfin vous nous en parlerez. Mais on se demande comment parler de Picasso, parce que depuis qu'il est mort, donc le 8 avril 1973, on a l'impression que tout a été dit, tout a été écrit, tout a été montré sur cet homme, dont on considère qu'il est peut-être un des plus grands génies de l'histoire de l'art. Alors, il y a un aspect qu'on connaît moins de Picasso, c'est l'amoureux. Parce que Picasso a une vie sentimentale très intense. Et il a dit de vous que vous avez fait flamber la dernière bûche. Alors vous êtes poétesse, vous êtes Grand Prix de la poésie. Vos recueils ont été même illustrés par les plus grands, que ce soit Jean Cocteau, Yves Breyer ou bien même, bien sûr, Pablo Picasso. Et vous avez publié en 2008 aux éditions du Rocher, Dans le cœur de Pablo Picasso, Amitié, modèle et passion. Alors face au miroir, je vais vous demander de nous dire votre passion pour Pablo Picasso, Geneviève Laporte. Mais disons que quand je l'ai rencontré, je l'appelais monsieur. Oui, bah oui. Et puis quand nos relations ont changé, je l'appelais Pablo. Et si ça vous semble curieux, c'est que dans l'entourage, le snobisme constituait à l'appeler Picasso. Personne ne l'appelait Pablo. Et nous étions un jour à Saint-Tropez au restaurant et je lui dis, s'il te plaît, Pablo, passe-moi, je sais pas quoi, le pain, le sel. Il ne réagit pas. Alors je lui dis, Pablito. Et là-dessus, il tressaille et il me dit, depuis ma mère, personne ne m'a jamais appelé comme ça. Et si vous voulez, c'est à l'occasion de choses comme ça qu'il m'a parlé de sa petite enfance, effectivement de tous ces événements dont on fait assez peu cas d'habitude dans les quelques biographies exactes, et il n'y en a pas beaucoup qui sont sur lui. Et par exemple, je ne sais pas si vous savez qu'il a failli ne pas venir au monde. Non, mais dites-nous dans quelles conditions il a failli ne pas venir au monde. C'était Picasso, si vous voulez, ça se passe en Andalousie, à Malaga. Sa maman, Maria Picasso, elle accouche à l'époque à la maison avec une sage-femme. Or, l'enfant en venant au monde, le petit nourrisson ne pousse pas le cri du nourrisson. Alors, la sage-femme pense qu'il est mort et veut s'occuper de Maria. Et Maria hurle à l'intention de son beau-frère Salvador, le bien nommé, qui est médecin, qui est dans la pièce d'à côté. Je t'en prie, Salvador, sauve mon fils, sauve-le. Et ce Salvador fait une chose absolument extravagante, que je vous conseille tout de même pas d'essayer. Il tire une bouffée de fumée du cigare, le souffle dans le nez du bébé qui se met à hurler. Et Pablo me racontant ça, me dit, tu vois, c'est ma première colère. En venant au monde, j'ai déjà été obligé de me battre. Ouais, c'était le souffle divin. Mais le cigare, vous avez évoqué effectivement son enfance. Donc Pablo Picasso est né le 25 octobre 1880. Et alors il faut parler de cette précocité parce que Pablo Picasso a peint très tôt, très jeune, et a même été distingué très vite. Il va se rendre à Paris parce qu'à cette époque, Paris était le centre artistique du monde. Ben aussi parce que son tableau sur où l'avait peint son père au chevet d'une malade, qui était un grand tableau qui faisait 3 mètres sur 2 mètres, a été sélectionné pour l'exposition universelle à Paris. Mais à l'époque, il fallait payer. Et les parents avaient très peu d'argent, si bien que le père et la mère se sont saignés aux 4 veines pour acheter le billet de train et n'avaient plus grand-chose pour vivre. Et Picasso m'a dit, je n'ai jamais oublié le sacrifice de mes parents pour m'envoyer à Paris. Alors il est allé à Paris, et là, bon, alors bien sûr, c'est la vie d'artiste de l'époque, hein, c'est-à-dire la dèche. Ah oui, tout à fait. Ben, il logeait au fameux bateau Lavoir. Et là, effectivement, il prenait, comme il vivait que de sa peinture, et à l'époque, il n'arrivait pas à vendre, évidemment.
évidemment. Donc il avait un cafetier qui lui avait fait crédit, puis quand le cafetier lui a dit je peux plus, l'ardoise est trop importante, il en a trouvé un autre à Montparnasse. Alors cette vie de bohème, il faut dire les noms, c'est-à-dire qu'il partage son lit avec, enfin il partage son lit au sens de ils alternent avec Max Jacob. Après, oui, c'est-à-dire qu'il avait trouvé, après il s'est retrouvé dans à Saint-Germain-des-Prés, un hôtel, puis et un soir où il avait tout son matériel, un soir en rentrant, il n'y avait pas la clé, parce que comme il n'avait pas payé, la logeuse lui avait enlevé la clé, donc tout son matériel, tout était bloqué. Et à ce moment-là, Max Jacob, qui habitait juste à côté, lui a proposé de venir partager. Alors Max Jacob travaillait 2 jours, vendait des tissus. Alors le jour, Picasso dormait. Le soir, quand Max Jacob rentrait, lui il dormait et Picasso travaillait. Et comme Picasso a toujours aimé travailler de nuit, ça s'arrangeait très bien. Mais alors on va parler maintenant du peintre, parce qu'on a l'impression qu'il a eu des périodes, justement, période bleue, période rose, les papiers découpés, enfin des choses de ce genre-là. Alors la période rose, justement, les fameuses demoiselles d'Avignon, quand il les a montrées donc à ses amis, c'est-à-dire Apollinaire, Braque, tous ont dit mais tu es fou, mais tu es vraiment fou. Il n'y a vraiment que Max Jacob qui était plus modéré. Donc il l'a roulé et il ne l'a pas sorti pendant 20 ans. Parce qu'il faut dire que ce tableau est un scandale absolu, c'est-à-dire c'est prostitué, et c'est surtout le début du cubisme. Oui, c'est ça préfigure le cubisme. Ça préfigure le cubisme. Le cubisme, après, c'était avec Braque, effectivement, les papiers collés. Alors vous avez parlé de Braque, vous avez parlé du cubisme, ça a été à la fois un compagnonnage et puis on peut dire une concurrence. Braque, oui, mais en même temps quand même, vous savez, Picasso, il avait besoin toujours de 2 choses, enfin entre autres. D'une part, il a besoin de passion féminine, ça c'est vrai, mais il a toujours eu besoin d'une amitié masculine. Et aussi des rapports ambigus, parce qu'avec Cocteau, par exemple, il a aussi ses rapports de compétition. Les rapports avec Cocteau. D'ailleurs, Cocteau appelait Picasso l'abominable homme des neiges. Mais alors, entre Picasso et Cocteau, il y a une femme que Cocteau a présentée, Olga, et qui va lui reprocher même. C'est-à-dire qu'en fait, Diaghilev les a donc recrutés, si j'ose dire, Picasso pour faire les décors, le rideau de scène et les costumes de parade. Bon, et ça se passait à Rome. Donc forcément, Olga était à ce moment-là danseuse étoile, si je ne me trompe, dans les ballets de Diaghilev. Évidemment, bon, là-dessus, tout le monde vient sur Paris, puisque le spectacle a eu lieu à Paris. Donc c'est pendant les répétitions que Picasso a fait connaissance d'Olga. Et ensuite, quand Picasso disait des choses déplaisantes sur Jean Cocteau, je lui disais, qu'est-ce qu'il t'a fait? Il m'a répondu, c'est parce qu'il m'a fait connaître Olga. Quand j'ai raconté ça à Cocteau, qui m'a dit, oh le menteur, tu sais comment ça s'est passé? On a raccompagné toute la troupe à la gare de Lyon, puisqu'il repartait sur Rome. Tout le monde est monté comme toujours. Et puis après, quand le train partait, tout le monde est descendu. Sauf Picasso qui est resté dans le train avec Olga. Voilà, il est parti. Alors le rapport de Picasso au surréalisme, qu'est-ce que ça a été? Oh là c'est de la même chose, sauf Éluard, sauf avec Éluard, c'était vraiment une très grande amitié, très profonde. Au début ça l'a intéressé, forcément l'écriture automatique ça ne pouvait que l'intéresser, mais c'était quand même trop loin de lui, parce que c'était en même temps quelqu'un qui avait une très grande intelligence, beaucoup de culture, qui raisonnait, qui construisait, c'était pas simplement des tâches qui se faisaient sur la toile, là, bien sûr. Mais alors Éluard lui a quand même présenté Dora Maar, parce qu'on va d'un homme à une femme avec Picasso. Alors Dora était photographe, et puis effectivement, mais c'est grâce à Dora Maar finalement qu'il y a eu l'histoire de Guernica, parce que il habitait toujours rue La Boétie, qui était l'appartement où il était avec Olga. Puis évidemment, comme Dora Maar, ça l'embêtait, et elle a fini par, au moment de Guernica, il fallait de la place. Et elle lui a trouvé l'atelier des Grands Augustins. C'était une passionnariat. On était en pleine guerre, c'était la guerre civile aussi, c'était Franco. Donc c'est là où il a peint Guernica, parce qu'il a été évidemment scandalisé. C'était le premier bombardement. Bombardement nazi. Oui, c'était un bombardement nazi, d'accord. Mais c'était le premier bombardement de civil. Oui. Alors il y a une fameuse anecdote sur un général allemand qui vient voir Guernica. Racontez. Ah oui, on raconte que Göring vient voir Picasso à son atelier des Grands Augustins, donc pendant l'occupation, et désigne Guernica et dit c'est vous qui avez fait ça, et Picasso répond non c'est vous. Alors la réalité, il faisait très froid. Picasso avait un gros poil, mais bien entendu on ne l'avait pas allumé, il était enveloppé dans son grand par-dessus, et c'est Hess qui est venu le voir, Rudolf Hess. Et Rudolf Hess a discuté avec lui de choses et d'autres, a regardé des tableaux, et en partant, il lui a dit « Je vais vous faire envoyer du charbon ». Et Picasso a répondu « Ce n'est pas la peine, nous autres Andalous n'avons jamais froid ».
Alors oui, ça n'a vraiment rien à voir. Mais la mythologie autour de Picasso est assez grande, vous le savez bien. Sans parler de la calomnie, vous savez ce que disait Beaumarchais, calomnie. Hein, il en restera toujours quelque chose. Il en restera toujours quelque chose. Absolument. Il en reste hélas toujours quelque chose. Alors il faut parler tout de même de votre relation, parce qu'on n'en a quasiment pas parlé. Le fait que vous rencontrez Picasso à 17 ans, vous êtes une jeune lycéenne du lycée Fénelon, vous venez pour le journal du lycée, et après vous vous revoyez beaucoup plus tard. Et il y a dans votre livre un moment très, très douloureux, c'est ce moment où Pablo Picasso vous propose de le suivre à Vallauris, et en fait, il vous propose, sans vous le dire, de devenir sa compagne, et vous refusez. Là, vous avez une phrase terrible. Ah oui, on avait passé la nuit ensemble, comme d'habitude, à Barbizon, Barbréau. Le lendemain matin, les deux voitures, ça serait bien au cinéma, les deux voitures étaient l'une à côté de l'autre. Ma Misérable 203 et son Hispano Susa, avec Polo qui la conduisait. On arrive en bas, les deux voitures l'une à côté de l'autre, et il me dit, comme ça, mais d'après Cocteau et Dominique Éluard, c'est par timidité. Il n'osait pas, tu viens à Vallauris. Et vous comprenez, sa compagne de l'époque était partie la veille. Bon, moi je pense que je dis que toutes les femmes ont compris. Me demander de retourner, évidemment qu'ils ne couchaient plus ensemble, mais c'est pas ça le problème. De retourner d'abord. Là, je lui ai répondu, change d'abord les draps. C'est terrible. Ah, c'est atroce. Et il a dit à Polo dans la voiture, Polo me l'a redit après, c'est quand même malheureux. Je n'arrive pas à me débarrasser des femmes que je n'aime pas, et la femme que j'aime ne veut pas me suivre. On va parler donc de la fin. Comment vous avez vécu la fin de Pablo Picasso? Sa mort, c'était étrange, parce que j'avais ce jour-là, justement, j'avais été invité à déjeuner, c'était un dimanche au Barbréau, uniquement. Je rentre à la maison, le téléphone sonnait, c'était un dimanche. Hein. Je décroche, c'était Jacques Chancel qui me dit comme ça, Picasso est mort, je vous t'attends demain pour la radioscopie. Vous avez fait la radioscopie de Jacques Chancel juste après? Oui, bien sûr, le lendemain. Mais c'est pour vous dire que ce qui est étrange, c'est qu'on s'était séparés au Barbréau et que, vous voyez, 20 ans après, c'est en revenant du Barbréau, avec quelqu'un qui n'était pas du tout au courant de mes relations avec Picasso, que j'ai appris sa mort. Alors, il est mort à Mougins, donc je l'ai dit tout à l'heure, le 8 avril 1973. Oui. Sa femme, Jacqueline, se suicidera en 1986. Vous savez aussi, quand on me demande à moi pourquoi, si j'ai pas de regret de ne pas avoir suivi Pablo, j'ai des remords, oui, à cause de cette phrase. Mais des regrets, non, parce que regardez, Olga, elle a vécu ses jours toute seule à Boisgelou. Marie-Thérèse s'est pendue. Dora Maar enfermée comme folle. Oui. Gillot le poursuit de sa haine depuis un demi-siècle, je ne pense pas qu'elle soit heureuse, et malgré les milliards de dollars. Et Jacqueline se suicide. Mais moi, je vais pas mal. Hein. Geneviève Laporte, je crois que vous avez très bien transmis cette passion Picasso. Merci beaucoup en tout cas.